Quels aspects auparavant immuables de la culture américaine ou britannique ont changé ces 200 dernières années? D'accord. En Grande-Bretagne, ces 30 dernières années, on compte désormais de nombreux attentats terroristes islamistes, des attaques au couteau faisant de nombreuses victimes et des viols collectifs de jeunes filles britanniques par des réseaux de prédation islamistes et musulmans. Ce n'est pas quelque chose qui se produisait dans cette culture auparavant. Les agressions sexuelles et les viols existaient déjà. As-tu entendu ce que j'ai dit? Tu as évoqué des grooming gangs. Je sais qu'il y a l'exemple de Rotherham dans les années 80 et 90. Il ne date pas des années 80 et 90. Elles se produisent en ce moment même. Découvrez pourquoi Destiny comprend qu'il ne faut pas débattre avec Konstantin Kisin sur l'immigration musulmane, car il est armé des faits. Regardez. Clarifions ce qu'on entend par immigration, d'accord? Parce que, d'accord. Eh bien, et puis aussi la notion de masse, parce que j'entends souvent ces mots où on dit « il y avait beaucoup de gens ». Eh bien, Attends, ça veut dire quoi? je vais l'expliquer. Donc, plus de gens en 35 ans qu'en 2000 ans, ça semble faire pas mal de monde. Ce n'est pas juste, nécessairement. Ces affaires? Non, pas vraiment, n'est-ce pas? Dans ce contexte, si je demandais la croissance totale de la richesse, la pollution carbone ou le nombre d'épisodes de séries, de pièces ou de chansons sur 50 ans, cela dépasserait largement les 2000 dernières années. Je ne sais pas si je dirais arbitrairement, je vais regarder l'immigration et la mesurer sur une période de 1000 ans ou quelque chose comme ça. Tu ne trouves pas que c'est énorme que plus de personnes soient arrivées dans un pays en 35 ans qu'au cours des 2000 années précédentes? Je trouve cette affirmation vide de sens. Dire « c'est beaucoup ». Cela signifie quoi? Qu'il aurait fallu moins. Quels immigrants n'auraient pas dû venir? Que signifie cela? Tu en fais une conversation morale. Moi, je parle uniquement de chiffres. Tu penses peut-être que c'est une bonne chose, non? Pour être clair, je ne parle pas de ça ni de morale. Tu interromps sans cesse et tu as dit « beaucoup ». Ouais, tu n'arrêtes pas d'interrompre. D'accord. Si on parle de ce qu'on appelle beaucoup, t'en fais toujours une question morale. Je n'en fais pas une question morale. Si on veut avoir une conversation, tu vas devoir me laisser finir au moins une phrase. Ne déforme pas ma position, d'accord? Alors, calme-toi une minute. Je suis très calme. Je sais que tu as un peu de ton Red Bull, j'aime Red Bull. Je suis toujours très calme. D'accord. Ouais, c'est une question très simple. Ouais. Si plus de gens, si on en fait une question morale, ça devient très flou et compliqué. Parlons simplement de ce dont on parle en termes de chiffres purs, d'accord? Si plus de personnes sont entrées dans un pays en 35 ans qu'en 2000 ans, c'est objectivement beaucoup. Maintenant, vous pouvez penser que c'est une bonne chose. Par exemple, j'aime la glace et si je mange un pot de glace, je ne vais pas dire que ce n'est pas beaucoup de glace. Je l'aime toujours, mais c'est beaucoup de glace, non? On accepterait ça. Une boule, ce n'est pas beaucoup de glace, alors qu'un pot en contient beaucoup. Donc, plus de personnes arrivant dans un pays en 35 ans que ce qui était arrivé en 2000 ans, c'est objectivement beaucoup de monde. D'accord? Pour être clair, quand tu dis beaucoup, c'est une valeur normative, c'est par rapport à une sorte de norme ou de moyenne. Quand tu dis beaucoup, ouais. Oui, comparé à avant. Oui, c'est objectivement vrai. C'est juste une affirmation un peu vide de sens, comme tout est beaucoup plus, eh bien, merci, tu as accepté que ce que je dis est objectivement vrai. Parfait, correct, oui. Donc c'est une affirmation vide de sens, mais oui. Maintenant qu'on en est là, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout d'abord, pensez comme ça. Et encore une fois, ce n'est pas une question de savoir si tu aimes ça ou pas, si tu penses que c'est une bonne chose ou pas, ou une mauvaise chose. Les 3 plus grandes villes de ce pays, au cours des 30 dernières années, ont cessé d'être majoritairement habitées par les personnes originaires de ce pays. C'est simplement un fait. Et je fais partie des personnes qui sont venues ici pendant cette période. Donc je ne dis pas que c'est uniquement une chose terrible, mais c'est un fait objectif. Les 3 plus grandes villes du pays sont maintenant majoritairement composées de minorités. Londres, et cela s'est produit très rapidement. Londres était à 80% composé de Britanniques blancs en 1991. Aujourd'hui, Londres compte probablement environ 30% de Britanniques blancs. Donc, si vous avez constaté ce niveau de changement dans la ville où vous vivez, réfléchissez aussi à ceci. Les 3/4 des personnes qui vivent dans ce pays aujourd'hui ont plus de 35 ans. Donc, tout cela s'est produit en l'espace d'une seule génération, en fait. C'est un niveau de changement qui est, premièrement, totalement sans précédent et deuxièmement, extrêmement transformateur, que cela vous plaise ou non, que ce soit bon ou mauvais, peu importe ce que vous en pensez. On pourrait penser que la variété des aliments s'est améliorée et c'est objectivement vrai. Mais il est aussi vrai que de larges parties de cette ville ne sont plus habitées par leurs anciens habitants. Encore une fois, c'est un fait objectif. Vous pouvez l'apprécier, vous pouvez ne pas l'aimer, mais c'est quelque chose qui s'est produit. C'est vrai pour Londres, c'est vrai pour Manchester, c'est vrai pour Birmingham et c'est vrai pour plusieurs autres petites villes de ce pays. D'ici 2060, selon les projections actuelles, les Britanniques blancs deviendront une minorité dans ce pays. 2060, c'est dans les 35 prochaines années, n'est-ce pas? Et c'est toute une transformation démographique. Ce sont des faits.
Oubliez les opinions des gens, mon opinion, votre opinion. En ce qui concerne l'immigration illégale, il y en a maintenant presque 1 million. Nous ignorons le chiffre exact car il est difficile à mesurer, mais il y a près d'1 million d'immigrés illégaux en Grande-Bretagne, ce qui est considérable pour une population de 70 millions, et nous dépensons actuellement 14 millions de livres par jour. Je ne parle même pas du coût pour le contribuable d'avoir 1 million d'immigrés illégaux ici. Je parle de combien nous dépensons pour les loger et pour tout le reste. Alors, 14 millions par jour, c'est beaucoup, non? C'est pas mal. Mais aussi, cela se produit à un rythme sans précédent. Plus de personnes viennent illégalement en Grande-Bretagne aujourd'hui qu'ils n'en venaient légalement lorsque je suis arrivé ici en 1996. Je vais le répéter, plus de personnes viennent ici illégalement chaque année qu'il n'en est venu en 1996 lorsque je suis arrivé ici. Voilà l'ampleur du changement en ce qui concerne l'immigration illégale. Et le coût de cela, 14 millions de livres par jour, a été multiplié par 10 rien que ces 10 dernières années, donc c'est 1000% de plus qu'avant. Voilà les faits concernant l'immigration. Donc, quand on parle d'immigration et de sa compatibilité avec l'identité nationale, cela dépend de ce que l'on entend par là. Si l'on évoque 20 000 à 40 000 personnes par an choisies très sélectivement et issues de cultures compatibles comme avant, cela reste parfaitement compatible et même probablement souhaitable. Si l'on parle de ce que nous avons vu au cours des 30 dernières années, je ne pense pas que ce soit compatible avec quelque forme d'identité nationale que ce soit. Maintenant, je parle depuis longtemps, donc nous pourrons aborder la question de l'identité nationale après que vous ayez répondu à cela. Bien sûr. Ce qui me paraît étrange avec la question de l'immigration, c'est que j'entends souvent de nombreuses descriptions sans savoir exactement quoi en faire. Il y a souvent un manque d'énoncé prescriptif. Il semble qu'il y ait une certaine crainte de s'engager sur une idée précise de ce à quoi ressemblerait un immigrant idéal. Parfois, on a aussi l'impression de mettre tous les immigrants dans le même panier. On dit qu'il y a eu plus d'immigrants ces 30 à 35 dernières années, mais on inclut aussi immigrés illégaux et demandeurs d'asile, qui sont des groupes différents. Je ne comprends donc pas pourquoi. Ce qui les a séparés. Je sais. Mais pourquoi? L'immigration légale et illégale. D'accord, je comprends. Mais la question c'est, une culture peut-elle survivre à une migration de masse? Les immigrés illégaux ne viennent pas ici en masse. La migration de masse. Ils le font. Je t'ai dit, il y a aujourd'hui plus d'immigrés illégaux qui arrivent chaque année qu'il n'arrivait d'immigrés légaux ici il y a 30 ans. Je comprends. Mais concernant la migration de masse, les immigrés légaux migrent-ils aussi massivement? Est-ce que les immigrés légaux migrent aussi en masse? C'est possible que ce soit le cas pour les deux. 10 contre 1, non. Donc si on compare les deux, il semble qu'on parle de types différents on parle probablement de types différents d'immigrés quand on parle de légaux contre illégaux. On parle des deux, oui. Non. Je parle des deux. Tu ne vois aucune différence entre un immigré légal et un immigré illégal? Eh bien sûr que si. D'accord. Mais ils viennent tous les deux ici en masse. Ils viennent tous deux ici en nombre sans précédent. Tout, par définition, est sans précédent à mesure que les années passent. Nous avons une quantité de technologie sans précédent, une quantité de production d'énergie sans précédent. Et une quantité sans précédent de... Je pense que tu es peut-être confus sur la signification du mot « sans précédent ». Sans précédent, c'est-à-dire que cela ne s'est jamais produit à ce niveau auparavant. Exactement. Une immigration de 20 000 personnes par an n'est pas sans précédent, car cela s'est déjà produit. Oui, mais la population du pays et du reste du monde croît, tout comme l'économie. D'autres facteurs interviennent. Ce n'est pas comme si, toutes choses égales par ailleurs, 10 millions de personnes étaient simplement arrivées. D'autres facteurs interviennent toujours. Il est donc réducteur d'affirmer que nous vivons une vague sans précédent. Chaque année, des événements sans précédent surviennent à mesure que nous avançons vers l'avenir. Non. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui a été figé dans le temps? Je viens de te l'expliquer. Oui, tu as donné des chiffres et j'ai expliqué pourquoi ils sont confus et sans sens. Mais je demande maintenant, qu'est-ce qui est sans précédent? Ou plutôt, qu'est-ce qui reste inchangé depuis 30 ans? Par exemple, quand on débat avec quelqu'un de ta position, c'est incroyable à quel point il refuse de comprendre le sens des mots. Je t'ai déjà expliqué plusieurs fois que sans précédent signifie que cela ne s'est jamais produit. Il y a eu des périodes dans l'histoire de ce pays où l'immigration se chiffrait en dizaines de milliers et revenir à cela ne serait pas aller vers quelque chose de sans précédent. Ce serait revenir à ce que nous faisions avant. Bien sûr. Et ma question est la suivante. Que s'est-il passé récemment? Je suis au courant. Il a été arrêté. Y a-t-il quelque chose dans la culture américaine, dans la culture britannique, qui soit resté le même depuis 30, 40, 50, 60 ans, voire depuis 100 ans, sans qu'il ne se soit passé quelque chose d'inédit à ce sujet? Je veux dire, c'est ça une culture. C'est ce qui est préservé au fil du temps. Comment? Une culture, c'est ce que les gens font sans qu'une loi ne leur ait dit de le faire. Oui, mais existe-t-il un exemple de culture immuable?
As-tu beaucoup voyagé dans le monde? Probablement plus que toi. Probablement pas. D'accord, tu devrais donc répondre facilement. Voici un exemple de culture existante. Quand je réponds à ta question, tu continues de parler. Eh bien, c'est parce que quand tu réponds, tu t'égares et tu dis des choses qui ne sont pas pertinentes. Donc ma question est, Comment puis-je m'égarer en une demi-phrase? tu as déjà beaucoup parlé. Penses-tu que le temps de parole jusqu'à présent est équilibré ou crois-tu que tu as parlé plus que moi? J'ai parlé plus que toi. Mais je n'ai pas eu l'occasion de parler. Tu ne réponds tout simplement pas à ma question. Ma question est très simple. Quelle culture, selon toi, n'a pas changé depuis 50 ans? Ou quel est un exemple de préservation culturelle? J'ai l'impression que les cultures évoluent tout le temps. C'est par définition une partie de la culture. Bien sûr, les cultures évoluent tout le temps. Mais si tu étais plongé dans l'Afghanistan des années 1970, l'Afghanistan des années 1990, l'Afghanistan des années 2010, la Grande-Bretagne des années 1950, la Grande-Bretagne des années 1970 et la Grande-Bretagne des années 2010. Des thèmes communs traverseraient ces deux lieux, te permettant de reconnaître instantanément. Je suis en Afghanistan, je suis en Grande-Bretagne. Tu accepterais ça? Je suis d'accord pour dire que les différentes cultures sont différentes. Oui, d'accord, bien joué. Bien, donc on y est arrivé alors. Tu viens juste de montrer qu'il y a des différences, comme dire que des cultures différentes sont différentes. Elles possèdent donc une spécificité propre, Ce n'était pas la question. Oui. et cela les rend différentes. Je veux comprendre, dans la culture britannique ou américaine, ce que tu trouves commun. Peut-être qu'il y a 30, 40, 50 ans, il y avait des choses communes dans tout le pays qui, selon toi, changent aujourd'hui d'une manière qu'elles n'avaient jamais changé auparavant. D'accord, c'est bon? Tu vas répondre à cette question. Il ne va pas répondre à la question. Vas-y. J'ai essayé de répondre à votre question plusieurs fois et je vais le refaire. Cependant, tout d'abord, est-ce que je peux parler un moment maintenant? Est-ce que cela va arriver? Bien sûr. Peux-tu répéter ma question d'abord pour que je sache ce que tu dis? Ta question porte sur ce qu'est la culture. Tu as mentionné le crime. Ce n'était pas ma question. Ma question est, ces 30-40 dernières années, qu'est-ce qui a changé dans la culture américaine ou britannique alors que ces aspects étaient restés stables durant les 200 années précédentes? Oui, l'un des changements en Grande-Bretagne ces 30 dernières années est la hausse des attentats terroristes islamistes, des attaques à l'arme blanche de masse et des viols collectifs de jeunes filles britanniques par des réseaux d'exploitation sexuelle islamistes et musulmans. Ce n'est pas quelque chose qui se produisait dans cette culture auparavant. Donc, les agressions sexuelles et viols existaient déjà. As-tu écouté ce que j'ai dit? Tu as évoqué des grooming gangs. Je sais qu'il y a l'exemple de Rotherham dans les années 80 et 90, pas des années 80 ou 18-90. Ça se passe en ce moment même. Quel autre exemple de gang de prédation sexuelle? Je sais qu'il y a des viols, mais je ne pense pas qu'il y en ait. Oui. Eh bien, laisse-moi t'expliquer. Donc, le terme grooming gangs, c'est un euphémisme qu'on utilise pour faire semblant qu'ils ne sont pas ce qu'ils sont vraiment. Ce sont des gangs de viols collectifs ou de jeunes filles britanniques, généralement mineures, mais parfois aussi de jeunes femmes, étaient droguées, alcoolisées, enlevées des foyers où elles se trouvaient, principalement par des Pakistanais, parfois d'autres musulmans du sous-continent indien. Elles étaient visées parce qu'elles étaient blanches et britanniques, constituant des crimes haineux aggravés par le racisme. Elles subissaient des viols collectifs pendant des années, ce qui n'existait pas avant en Grande-Bretagne. C'est un changement culturel. Puis-je finir? Vous ne répondez pas à ma question, d'accord? Je réponds à votre question. Ma question était, quels sont les exemples? Je ne crois pas que cela soit arrivé en dehors du scandale du gang de Rotherham. Il y a eu des viols. Il y a eu des viols collectifs. Mais l'idée d'un gang organisé de prédation sexuelle où des Pakistanais commettent des viols contre des filles britanniques à grande échelle, ce genre de choses, ce n'est pas quelque chose dont je sois au courant. A été observé en Grande-Bretagne, hors du scandale de Rotherham. Je ne sais pas. Entre 1 demi-million et 1 million de jeunes filles britanniques auraient été violées par ces gangs, ce qui est très grave. C'est un changement culturel pour ce pays. Le problème, c'est que j'ai voté pour le maintien au référendum. Vous n'aviez pas encore été harcelé par les étudiants de Cambridge. Je connais l'histoire. Donc vous êtes venu ici avec tout un tas d'arguments préparés. C'est très bien. Attendez, nous pouvons tout analyser. Ne m'accusez pas de préparer mes arguments. Arrêtez d'interrompre. Arrêtez d'interrompre. Alors répondez à la question. Arrêtez d'interrompre. Répondez à ce que j'ai dit. Arrêtez d'interrompre. Répondez à ce que j'ai dit. Arrêtez d'interrompre. Je crois en toi. Arrête d'interrompre. Je t'ai laissé t'exprimer et exposer tes arguments. Ayez un peu de respect pour moi et pour mon droit de m'exprimer aussi. Voilà comment on débat. Arrête d'interrompre. Nous avons commencé cette discussion en parlant de l'immigration de masse et je t'ai donné les faits à ce sujet et j'ai défini ce qu'est l'immigration, d'accord? L'immigration de masse. Maintenant, tu parles de culture. Je t'ai aussi expliqué ce qu'est la culture. Et je te l'ai expliqué en disant que c'est une continuité de certaines choses qui peuvent aussi évoluer avec le temps.
Maintenant, concernant ton point sur l'immigration de masse depuis le Brexit, je n'étais pas un partisan du Brexit. Je ne pensais pas que c'était forcément une bonne idée, et je suis d'accord avec toi, cela n'a pas réduit l'immigration. Mais je ne vois pas en quoi cela est pertinent pour cette conversation. Nous avons eu une immigration de masse dans ce pays de façon continue sur une longue période, ce qui a changé le pays comme je te l'ai expliqué. Je t'ai donné plusieurs exemples, comme le terrorisme islamiste et les réseaux de pédocriminalité auxquels tu ne réponds pas car ils contredisent ton argument répété que rien ne change quand on accueille 8 millions de personnes en 30 ans. Ai-je dit cela? Puis-je finir, s'il te plaît? Ai-je dit cela? Puis-je terminer? Puis-je finir, s'il te plaît? Tu ne peux pas répondre à cela de toute façon. Puis-je finir? S'il te plaît? Si je t'ai coupé, Si je t'interrompais chaque fois que tu déformais mon argument, tu ne parlerais jamais. Puis-je finir, s'il te plaît? Tu as fait remarquer que, en gros, ce que j'essaye de dire, enfin non, ce que je dis, c'est que lorsque tu fais venir un grand nombre de personnes dans un pays issu d'une culture différente, cela va forcément changer la culture. L'autre chose que je t'ai expliqué, c'est qu'il y a eu une vague d'immigration tellement importante dans ce pays que cela a fondamentalement changé le sentiment des Britanniques à propos de l'endroit où ils vivent. Cela affecte la dynamique démographique des grandes villes de ce pays et la façon dont les gens le ressentent. Mais tout cela, tous les faits que je t'ai donnés sur l'immigration sont ce qu'ils sont. Tu peux trouver ça bien ou mal. C'est une autre conversation. Les faits sont ce qu'ils sont, n'est-ce pas? Il y a aussi la question de ce que les Britanniques en pensent. Quand je suis arrivé dans ce pays en 1996, 3% du public britannique pensait que l'immigration était une préoccupation majeure. Aujourd'hui, environ 65 à 70% des Britanniques disent qu'il y a trop d'immigrés dans ce pays et trop d'immigrés qui viennent ici. Je pense que les Britanniques savent mieux que toi, Stephen, ce qu'ils ressentent face à l'immigration. C'est leur ressenti. pourquoi penses-tu que plus de la moitié de la population britannique croit que la majorité des immigrés présents aujourd'hui sont ici illégalement, s'ils comprennent si bien la situation ou s'ils ont une si bonne idée de ce que l'immigration fait au pays? La raison pour laquelle les gens surestiment l'immigration, c'est que les gens, en général, quand on leur pose des questions sur certains sujets, surestiment à peu près tout ou sous-estiment terriblement parce que les gens ne sont pas très doués avec les chiffres. L'autre raison est que les gens ne peuvent pas toujours donner le chiffre exact lorsqu'on leur demande une estimation précise. Tu as dit cela plus tôt, et je réponds à ton point plus large, à savoir pourquoi les gens comprennent mal les statistiques sur l'immigration. C'est parce que les gens ne considèrent pas l'immigration comme « voici le nombre de personnes arrivées cette année et voici le nombre de personnes arrivées l'année dernière ». Ils regardent la réalité de leur vie. Ils observent les changements qu'ils voient autour d'eux. Et ce qui les préoccupe vraiment, c'est l'impact cumulatif de l'immigration sur l'ensemble de leur vie. Ce qui, comme je te l'ai expliqué, a été énorme, sans précédent au cours des 35 dernières années et sera encore plus sans précédent en termes d'impact cumulatif au cours des 35 prochaines années. Maintenant, c'est vrai que l'immigration est descendue à 300 000 ou quelque chose comme ça l'année dernière. Ça ne veut pas dire que ça restera comme ça, mais je n'ai jamais prédit que ça atteindrait 1 million. Je crois que Matt l'a fait. Mais ce que je veux dire, c'est que la transformation sur une période de 30 ans, c'est ce qui importe vraiment aux gens et ils ont raison de s'en soucier. Maintenant, en ce qui concerne la question de l'immigration illégale, oui, c'est vrai. L'immigration illégale représente un pourcentage plus faible de l'immigration totale que l'immigration légale, mais elle reste aujourd'hui plus élevée qu'il y a 35 ans et il y a 30 ans, ce qui est beaucoup trop. L'immigration illégale devrait être nulle. C'est donc un excellent exemple de quelqu'un qui arrive à un débat sans préparation, Destiny essayant de faire comme si tout ce que Constantin disait n'avait aucun sens et, vous savez, en jouant l'idiot. Et ensuite, Constantin répond avec des statistiques, avec des faits réels sur ce qui se passe concrètement. Parce que, encore une fois, les opinions comptent un peu, mais la réalité, c'est ce qui se passe concrètement qui importe. Et ce qui se passe, c'est que l'Europe est en train d'être remplacée. La population autochtone de l'Europe et de la Grande-Bretagne est remplacée par des immigrés étrangers. Et beaucoup de ces immigrés étrangers sont plus hostiles envers cette nation et ne sont pas du tout patriotes. Et Constantine lui-même est un immigré. Il parle d'expérience. Il dit « Moi-même, je me sens incroyablement reconnaissant envers ce pays. Et je ne veux pas voir ce pays être totalement remplacé et ne plus être ce qu'il était à l'origine. » Et ce qui est intéressant dans ce débat, c'est que Constantin lui-même est un immigré. Lui-même a bénéficié de ce système. Pourtant, il en comprend les défauts, que pour chaque personne qui respecte ce pays et cherche à y contribuer, qui cherche à s'élever socialement dans la vie,
Il y en a beaucoup plus qui cherchent à manquer de respect au drapeau, qui n'ont aucun intérêt à vraiment travailler ou, vous savez, qui essaient simplement de vivre au crochet des contribuables et essentiellement de survivre grâce aux aides sociales fournies par l'État. Maintenant, c'est un gros problème. Et puis, en plus des problèmes liés à l'aide sociale, il y a la question culturelle. Il y a un problème lorsque qu'un certain nombre d'immigrants musulmans arrivent dans le pays. On va voir quelque chose comme la charia s'installer. Et Constantin ne veut pas ça. Les Britanniques ne veulent pas ça. Vous ne voulez pas vivre dans un pays où tout vous semble étranger. La Grande-Bretagne a une culture très marquée, contrairement à l'Amérique. Donc, quand les Britanniques disent vouloir préserver la Grande-Bretagne telle qu'elle était et la restaurer, c'est logique. Et c'est pourquoi le message de Rupert Lowe avait autant de force, parce que tant de gens veulent revenir à la Grande-Bretagne d'autrefois. Ils trouvent que leur culture est très distincte, et ils sentent qu'elle change et s'érode avec le temps. Et dire aux gens qu'ils ne peuvent pas limiter l'immigration afin de préserver cette culture et préserver leur histoire, je trouve cela révoltant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour en voir plus, abonnez-vous à la chaîne. Si vous voulez nous aider à en faire d'autres, vous pouvez aller sur buymecoffee.com/Jewish Uncensored, buymecoffee.com Jewish Uncensored. Encore une fois, merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.